Notre invité est Kwamivi Akleso Isso. Il est consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Avec lui, nous allons parler de son pays et de la crypto-monnaie, le Togo, donc, qui est en tête de la finance décentralisée selon une étude. Coach, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa et également à tous ceux qui aiment beaucoup Niwa. Le Togo est le premier pays en Afrique en matière de défis. Défi, c'est finances décentralisées selon une étude du récent rapport de Chainalyse, une firme d'analyse qui aide les gouvernants, les entreprises de crypto-monnaie et les institutions financières à s'engager en faveur des technologies. Coach, c'est quoi précisément la crypto-monnaie? D'une manière simple, la crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle émise de pair à pair et qui est dépourvue de contraintes bancaires, ce qu'on dit souvent les banques centrales n'en contrôlent pas, mais qui est également utilisable grâce à un système de réseau informatique décentralisé par les technologies de, comment ils appellent cela, de la cryptographie. En clair, c'est pour dire que ce sont des monnaies virtuelles qui ne sont pas maîtrisées par les États. Alors, vous avez dit en clair. Maintenant, en français facile. Ça veut dire... Français facile, c'est, comme je le dis, sont des monnaies numériques qui permettent de faire le même échange que les monnaies traditionnelles. Sauf qu'ici, un individu peut lui-même l'utiliser et faire des transactions comme il veut sans les contraintes des banques pour ne serait que payer des trucs ou contrôler cette monnaie. Ce n'est pas contrôler pas quelqu'un, mais c'est contrôler pas les actifs crypto-monétaires pour de ceux qui sont dans le domaine même, c'est qui contrôlent. Ils n'ont pas comme un pouvoir central qui leur dit comment faire. Et les gouvernements, cela échappe catégoriquement au contrôle des gouvernements. Alors, on dit votre pays, le Togo, est le premier en matière de crypto-monnaie. Qu'en pensez-vous? Ça a failli me faire rire parce que pas plus que 2 ou 3 mois, on a lancé des injonctions aux institutions qui sont dans le domaine de fermer les portes et de rembourser aux gens. Ouais. Donc, je ne sais pas si cette étude a été faite avant la fermeture de ces infrastructures ou c'est... Maintenant, bon, je suppose que cela s'est fait avant parce que sinon on n'allait pas avoir ce rang. Donc, c'est certainement 2020, début 2021 qu'on a connu la montée en puissance de ces infrastructures ou de ces institutions micro-monétaires. Alors, ça veut dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, en réalité, pour l'économie nationale? D'abord, si c'est que ces institutions existaient encore, j'allais dire que c'est une bonne chose parce que ça montre que les Togolais sont habiles dans le domaine de la recherche de gains ou de la recherche de l'argent ou dans la maîtrise de la technologie crypto-monétaire. Et c'est mauvais aussi à tel enseigne que la banque centrale ou la BCAO n'a pas autorisé ce genre de choses dans la sous-région. Donc, que l'État togolais ne veut pas, à lui seul ne peut pas décider d'autoriser ce genre de choses. Donc, comme ce sont des activités interdites, je trouve que c'est quand même une mauvaise chose parce que ce sont des individus qui le feront à leur dépend, parce que s'ils perdent, ils ne peuvent pas rester en justice contre cela. Et en plus, ce sont des activités pyramidales qu'on ne maîtrise pas forcément, étant donné que chez nous, il n'y a pas de maisons de bourse comme aux États-Unis ou en France où on les connaît déjà. Mais je suis sûr que dans le futur en marche et que d'une manière ou d'une autre, on verra comment on va s'y adapter. Sinon, ce n'est pas totalement bon, ce n'est pas totalement mauvais. Alors, ça veut dire que lorsque l'État togolais demande à ces banques virtuelles, comme vous l'aviez dit, de fermer leurs portes, l'État n'arrive pas à les maîtriser. Oui, comme je l'ai dit, ce n'est pas que c'est l'État togolais. Vous voyez, même la Banque centrale de l'Europe et la Banque centrale des Nations, comment dire, du Royaume-Uni, et la Banque centrale des Américains ou la Banque fédérale, aussi n'ont pas totalement donné accès libre à ce genre de choses. Le truc, c'est qu'on ne les contrôle pas. La crypto-monnaie, on ne la contrôle pas à tel point que
on ne sait pas quand il faut créer des fluctuations pour qu'on puisse le maîtriser d'une manière autre. C'est ça le problème. Même la Chine en a parlé depuis 2013 jusqu'à présent. La Chine recommande de ne pas se lancer là-dessus. Donc, le gouvernement ou chaque gouvernement africain ou de la sous-région, jusqu'à ce qu'il maîtrise réellement ce que c'est que la crypto-monnaie, par peur de ne pas trop avoir des cyber-faux-monnayeurs, je pense qu'ils doivent raison garder pour ne pas déborder ou pour ne pas subir de plein fouet ces genres de crypto-monnaies. Alors, considérons qu'elles ne sont pas encore fermées. Quel impact cela peut avoir? L'impact que cela peut avoir si elles n'étaient pas... ces institutions n'étaient pas fermées, c'est que ça permettra, ce rang qu'on nous a donné, ça permettra que peut-être des gens viendront ici pour faire des formations en crypto-monnaie, ou des gens viendront également pour installer des institutions en crypto-monnaie. Des gens viendront chez nous, ou bien ceux qui maîtrisent le domaine aussi, pourront installer ces institutions dans d'autres pays le plus facile possible. Et n'oublions pas que ça aussi permettrait également que le chômage soit tué un temps soit peu, parce que ça créerait également de l'emploi, puis on cherchera à recruter les experts dans le domaine pour les formations, comme je l'avais dit tantôt. Alors, maintenant que ces banques, disons certaines de ces institutions sont fermées, quelles sont également les conséquences, ou bien quel sera l'impact? Les conséquences ou l'impact direct par rapport à ce genre de choses, c'est que la crypto-monnaie en elle-même, personne ne la maîtrise. Et comme je l'avais dit, les gens ont profité de cela pour faire des arnaques. Ouais, les gens parlent de trading, il y a crypto-monnaie et trading à part. Donc, ce sont deux choses différentes, mais les gens confondent les deux et ils font ce qu'ils veulent. Là, il y a plusieurs, jusqu'à présent, il y a, je pense, 5023 crypto-monnaies, alors qu'il y a seulement 195 devises, 180 devises, dont 167 devises sont autorisées par les banques centrales de chaque continent ou de chaque pays. Mais avec la crypto-monnaie, puisque si on laisse 5023 devises dans le marché comme ça créera des, comment ils appellent, des hyper fluctuations, pour ne pas dire, il y aura trop d'abondance de l'argent sur le marché et ça peut créer la dévaluation ou la surévaluation, et ça créerait également les problèmes liés aux échanges internationaux. Donc, comme je le dis, c'est ça que nos États africains, surtout, et pour ne pas dire principalement les États de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce qui craignent, que si la BCA autorisait cela et qu'on ne maîtrise pas la technologie, ça va créer problème. Maintenant, disons que on ne peut pas dire que c'est anodin, parce que même si la Chine l'avait interdit, la Chine a préféré que les individus eux-mêmes fassent des activités de crypto-monnaie, mais que les institutions étatiques n'en fassent pas. Je pense que c'est le problème que ça a créé, et que les gens pensaient que tout le monde pouvait le faire. Ici, je pense que c'est également la non-autorisation des institutions togolaises qui a permis à ce qu'on ferme ce genre de choses. Maintenant, quand on a fermé, il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Donc, l'impact, je dirais, chez moi, c'est que la fermeture là a fait que des gens ont perdu leur fonds de base ou bien leur fonds de caisse, à tel point que les gens pensaient qu'en investissant cela pouvait leur permettre de récupérer de temps en temps et investir dans autre chose. Sauf que la crypto-monnaie, ce n'est pas un investissement à proprement parler. Ce n'est que tu achètes de l'argent virtuel sur le marché, et que quand le coût de l'argent augmente, tu vas encore revendre. C'est ça que je dis que l'impact n'est pas sans équivoque. Pour le dire en plus simple terme, ça a toujours des problèmes, c'est discutable. Parce qu'il y en a qui ont gagné, il y en a qui n'ont pas gagné. Mais actuellement, les gens n'arrivent pas à s'en sortir parce que leur argent était rentré dedans. Si l'État l'autorisait, que ce n'était pas fermé, je penserais que peut-être on pouvait le réguler d'une manière ou d'une autre. Mais tant que c'est fermé, des gens ne s'en sortent pas parce qu'ils ont vraiment perdu beaucoup de choses là-bas. Ah oui, à côté de la Chine, des États-Unis d'Amérique et d'autres pays comme la Russie et autres, le Togo se pointe à côté justement de ces pays. Selon vous, qu'est-ce qui amène les Togolais à investir dans cela? C'est le chômage. Au prime abord, c'est le chômage. Si c'est que les gens avaient des emplois décents, des emplois rémunérateurs, je ne parle pas des sous-emplois,
je ne pense pas que la recherche de la vie, du bien-être, devait être axée uniquement sur ces choses. En fait, je pense que le fait même que le Togo se retrouve là-bas doit donner un signe à nos gouvernants pour dire « Ah, les choses ne marchent pas ». Pourquoi? Imaginons que c'est un anarcho qui était venu. Ça veut dire que beaucoup de personnes seront victimes ainsi. Donc, la place du Togo dans ces milieux, ce n'est pas un exploit pour dire que le Togo a fait beaucoup de bons là-dedans parce que l'État togolais ne reconnaît pas, comment ils appellent ça, le trading. Et que quand on retourne au frère là-bas, ça veut dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si ça marchait, les gens n'allaient pas aller là-bas. Le Togo n'est pas aussi un pays aussi puissant que la Chine et consort. Mais si nous nous retrouvons là-bas, ça veut dire qu'on veut vraiment sortir de la pauvreté et que le secteur privé, les gens, les individus au Togo ou les particuliers qui maîtrisent un peu l'outil informatique, parce que le Togo fait partie de l'un des précurseurs qui sont lancés dans cette histoire d'informatique. Donc, les gens cherchent à améliorer leur milieu de vie et leur niveau de vie. C'est ça qui a fait que les Togolais sont lancés massivement dedans. Et comme je le dis, c'est le problème d'emploi, de sous-emploi qui font que les Togolais sont lancés énormément dans ce genre d'activités. Sinon, je suis sûr que si les gens avaient des emplois décents et bien rémunérés, tu peux être ici investi simplement dans... Tu ne vas pas on ne va pas avoir ce niveau accru. Vous allez voir qu'en 2020, il y a eu plusieurs, comment dire, maisons qui ont connu des sorts au Togo. Non seulement quelques-unes dont je vais mettre le nom aussi, ont été à la fois au Togo et à l'extérieur du Togo, au Burkina et au Togo. Même on a entendu la même chose, c'est produit en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a eu une sorte de sort vraiment rocambolesque dans cette histoire, à tel point que tout le monde s'est dit je me plante dedans pour m'en sortir. Les gens ont vu qu'il y a de l'espoir en s'aventurant vers ces crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle le Togo se retrouve là-bas, parce que les Togolais ont investi énormément dedans. Dans l'histoire de crypto-monnaies, c'est la manière dont vous avez investi, c'est ça qui fait que quand vous lisez bien les critères du classement, c'est comment votre pays a investi dedans. C'est cela. Or, ce n'est pas l'État togolais qui a investi, ce sont les gens du secteur privé, ce sont les gens, comment on les appelle, comment les appelle, les micro-investisseurs dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est eux qui ont investi beaucoup et que ça a donné. Et sans oublier que, comme c'est une sorte d'espoir, c'est une aubaine pour des gens, beaucoup de gens ont injecté l'argent dedans énormément, ce qui fait que quand on voit l'argent qui est sorti dans l'Afrique de l'Ouest, le Togo a massivement fait sortir de l'argent. C'est pourquoi on est à ce rang. Alors, coach, quand vous parlez de chômage, il y en a d'autres pays également, hein. Le Cameroun, le Nigeria, d'autres encore, mais qui ne se classent pas forcément aux côtés de ces grandes puissances. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres raisons sous-jacentes. Oui, et c'est pourquoi j'ai donné deux raisons. J'ai dit que la première était le chômage et que la seconde, c'est le niveau informatique, le niveau de maîtrise informatique des Togolais, puisque c'est basé sur un réseau informatique décentralisé. Et que vous n'êtes pas sans savoir que quand l'informatique a atteint l'Afrique de l'Ouest, le Togo fait partie des premiers pays qui ont pris ça à bras le corps. Donc j'ai dit que la maîtrise de l'outil informatique et le chômage. Maintenant, on peut aussi dire que la recherche du gain facile aussi fait partie de l'une des causes puisque les gens préfèrent acheter dans leur chambre et puis gagner beaucoup, comme les gens le disaient. Sauf que dans ces pays développés ou en voie de développement puissant, ce sont de la maîtrise de l'informatique, mais également l'investissement dans ce pays est conséquent. Donc ça permet à ce que les gens puissent se donner ce plaisir d'investir comme ça. Ici, quand les gens sont allés faire des prêts pour investir dans cette histoire, ce qui leur a créé des problèmes aussi. Donc, la place du Togo n'est pas anodine dans cette histoire. Mais comme je l'ai dit, il y a la maîtrise de l'outil informatique, il y a le chômage, et il y a la recherche du gain facile qui nous ont poussés à aller dans ce domaine. Alors, coach, quel rôle justement l'État peut jouer face à cela?
c'est de formaliser les choses comme il avait fait, d'être le gardien, d'être le garant pour que les gens ne fassent pas de lavage de cerveau aux gens, pour que des arnaqueurs ne viennent pas spolier la population. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'État a mis fin à cela, sauf que l'État a compris ça trop tard, parce qu'on devait mettre des canevas et autorisé ou pas, il devait avoir des canevas. Sauf que, vous voyez, des gens se sont fustigés, ou les gens ont fustigé le gouvernement en disant que pourquoi on a laissé la Lonato et faire travailler sur le terrain et laisser ce genre de choses. Sauf que ici, la Lonato contribue des fois jusqu'à 20 à 30% au financement des activités de l'État. Ouais. Et ce genre de structures, quand ils le font, ce sont des gens, ce sont des personnes privées qui le font, et ils ont cette largesse de manipuler les choses que les gens ne peuvent pas. D'ailleurs, vous allez voir que quand les gens ont perdu leur argent, maintenant, ils s'attaquent au gouvernement de les aider à retrouver l'argent. Ouais. Or, il y avait eu ce marketing des réseaux avec Redemar entre-temps, qui a aussi fait perdre beaucoup d'argent aux gens. Donc, c'est pour dire que le gouvernement ne peut que constituer, ou l'État ne peut constituer le garant ou le protecteur de la population. Mais je le dis également, si c'est que la loi, la BCAO avait autorisé cette loi, ça serait autrement. Puis maintenant, le Togo n'a pas à lui seul le pouvoir quand même d'autoriser, mais c'est de permettre que les gens s'adonnent à ce genre de choses en créant également d'emplois. Je le dis, comme il n'y a pas d'emploi, c'est pourquoi les gens sont lancés là-dedans. Les gens ont perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Mais l'État joue son rôle régalien, mais comment est-ce qu'on doit rembourser les gens dans cette histoire? C'est toute une polémique. Donc, je préfère que de revoir quand les gens viennent et que l'État entend ce genre de choses, que l'État joue pleinement son rôle afin de permettre, oui ou non, des gens d'investir, mais dans les règles de l'art, afin que les gens puissent essayer en justice quand ils ont été biaisés. Donc, l'État n'a qu'à vraiment jouer son rôle prochainement. Il ne faut pas qu'il laisse s'installer totalement et après, parce que la crypto-monnaie et le trading, ce n'est pas de l'investissement comme les gens le pensent. Je le dis, il y a à ce niveau, il y a trois acteurs. Il y a les investisseurs, les traders et les parieurs. Maintenant, le problème, c'est que c'est les traders que les gens pensent que c'est quelque chose qui est nouveau. Il y avait le trading depuis longtemps avec la monnaie traditionnelle. Déjà, ils achètent la monnaie, surtout le dollar. Quand le coût du dollar augmente, ils vendent. Quand c'est bas, ils achètent beaucoup. Donc, il y avait ça depuis. Maintenant, au niveau, ce que nous reprochons, ou ce qui est sidérant, c'est que c'est virtuel. Maintenant, on achète ces genre de choses et on le vend. On parle de Bitcoin, tous les coins dont on parle, ou toutes les crypto-monnaies, personne ne maîtrise réellement. D'ailleurs, le Bitcoin est en train de chuter, où la Chine a prédit que les gens vont perdre beaucoup, parce que les gens ne maîtrisent pas totalement, comme je l'avais dit dans cela. Donc, l'État n'a qu'à essayer, s'il le faut, de faire des investigations. Soit on autorise, mais on ne peut pas laisser que les gens investissent au moment où les gens doivent quand même gagner, parce que même les taux d'échange qu'on promettait aux gens n'étaient pas aussi rassurants. On dit tu gagnes jusqu'à 200, 300%. Ouais, c'est comme si tout le monde allait fuir les banques pour rentrer dans ces choses. Or, c'est des choses toujours virtuelles. Ce n'est pas l'argent qu'on te donne comme ça. Il n'y a que trois États au monde qui sont vraiment lancés dans cette histoire. Il y a l'Argentine, le Salvador, je pense, et le Venezuela. Donc, ce sont ces trois États qui sont lancés dans cette histoire. Et ce n'est pas un moment où on doit totalement l'accepter. Parce que les lois diffèrent d'un État à un autre. En Europe, ce n'est pas la même loi qui régissent en Afrique de l'Ouest également. Alors, vous avez parlé de vos amis qui sont déçus, qui ont investi, mais qui n'ont pas eu l'argent en retour. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État pense de... L'État avait donné des injonctions aux responsables de ces infrastructures de rembourser dans un délai, dans un bref délai à la population. Sauf que quand je vois dernièrement où les gens vont devant ces institutions encore, ils font des vidéos et qu'ils envoient ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits. J'avais dit tantôt que est-ce que l'État a su que les institutions là ont l'argent pour rembourser? Voilà, comme tu m'avais posé la question aussi en avant, même si on devait autoriser ça, on devait obliger ces institutions à garantir, au cas où ils faisaient faillite, à être capables de rembourser aux gens. Maintenant, c'est comme c'est ça qui s'est produit. Ils sont incapables de rembourser. Eux aussi, ils n'avaient pas bien expliqué la chose aux populations, parce que s'il y a une différence entre investissement et financement, si c'est investissement, c'est qu'il y a le risque que vous perdez dans la question d'investissement. Mais ils n'ont pas expliqué à la population. C'est comme s'ils leur avaient dit
et tu devais gagner coûte que coûte. Et que quand les gens ont perdu, ils trouvent ça bizarre. La seule formule que moi je trouve, c'est que, à défaut que les propriétaires remboursent aux gens, l'État trouve une formule avec ses partenaires financiers pour au moins ne serait qu'une partie de ce que les gens ont perdu, qu'on leur rembourse, parce que ces personnes qui ont prêté l'argent sont redevables vers des institutions aussi financières. Donc, à moins que des gens, les gens se sont... Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses dans cette histoire, donc ils sont enclins au suicide, donc l'État essaie d'intervenir afin qu'ils puissent s'en sortir mieux. Donc vous voulez dire que le rang que le Togo occupe, ce n'est pas quelque chose franchement élogieux. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui entraînent cela, coach Issa. Oui, j'ai dit qu'en matière technologique, et ça voudrait dire que nous... Ouais, il y a eu un bond en ce côté. Nous maîtrisons au moins la technologie de l'information et de la communication. Mais en matière de crypto-monnaie ou de trading même, étant donné que ce n'est pas autorisé au Togo, donc je ne vois pas pourquoi le pays s'enorgueillerait. Donc c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. C'est comme si on interdisait de consommer quelque chose, mais qu'on nous dit que... Mais ce n'est pas autorisé, mais les gens font cela. Il y a eu défaillance à un niveau donné. Ce que je sais, au Togo, c'est comme si les particuliers maîtrisent mieux l'informatique que l'État. Ouais, un individu peut faire des magies avec l'informatique. Donc, pour le moment, l'État n'a pas maîtrisé ça pour contrôler tout ça là. C'est ça le problème. Donc, une fois que l'État maîtriserait tous ces canaux, il le fera mieux. C'est vrai qu'il y a des IAI, Institut africain informatique, ici au Togo. Il y a ici à l'université aussi qui forment. Mais est-ce qu'on utilise ces ingénieurs informatiques qui sortent de ces écoles pour trouver une formule de contrôler ce genre de choses? Mais si l'État ne contrôle pas, je ne veux pas dire que c'est une faille, mais les individus sont tellement forts en informatique. D'ailleurs, on n'a pas dit que les institutions togolaises ont fait de bons dans ce classement. Ouais. Mais ce sont des individus qui ont investi, des individus qui ont fait tout ça. Et ça qui a donné. Parce que ça, les Togolais s'y connaissent beaucoup en informatique maintenant. Vous voyez seulement que l'avènement des réseaux sociaux. Combien de personnes font des choses extraordinaires, comme des choses ignobles avec les réseaux sociaux maintenant. Donc, jusqu'à présent, l'État togolais n'a pas encore la même mise ni sur les réseaux sociaux, ni sur l'informatique ou les numériques. Donc, si je comprends, finance décentralisée égale à crypto-monnaie. Oui. Et Dardar, quand on parle de la finance décentralisée, il y a la notion de crypto-monnaie là-dedans, il y a la notion de trading dedans. Et aussi décentralisée à tel point que, comme je le dis, les banques centrales de la sous-région ou des États ne contrôlent pas cette monnaie. Ce sont des gens qui le font entre eux. Et comme je le dis également aussi, c'est ça même qui fait que c'est difficile de les maîtriser. Donc, crypto-monnaie égale finance décentralisée. Alors, on a devant les États-Unis, en première position, j'allais dire les États-Unis, le Vietnam, ensuite Thaïlande, la Chine, il y a l'Inde, il y a les Pays-Bas, le Canada, l'Ukraine, la Pologne, la France, l'Australie, la Turquie, la Suisse, la Russie, l'Argentine, le Brésil, le Portugal, Hong Kong, et puis le Togo, le bon élève. En Afrique, coach, nous sommes au terme de cet entretien. Dernier mot. Ce que je peux dire, ces pays dont tu viens de donner le rang ou la classe, ces pays ils maîtrisent mieux les bourses de valeur que chez nous ici. Et que si la crypto-monnaie devait être autorisée, ce sont les banques. Je suis sûr que si c'est la BOAD ou les banques togolaises ou les banques sous-régionales qui le faisaient, les gens allaient être confiants de le faire aussi facile que ça. Le souci, c'est qu'on ne le maîtrise pas. Maintenant, l'État n'a qu'à essayer de recruter des gens qui s'y connaissent dans le pouvoir. Est-ce que c'est bon ou pas? Parce que tant que les Nations Unies, tant que les banques centrales européennes ou de la Chine consorts n'ont pas autorisé leurs institutions à l'installer, les nôtres ne feront plus, ne le feront pas non plus. Donc, je conseille aussi à la population d'être vigilant parce que ce qu'on leur avait promis, il y a aussi ce qu'on appelle les financements pyramidaux.
pyramidaux plutôt, où on prend l'argent chez toi, on prend chez quelqu'un d'autre et on donne à une tierce personne, on vous dit d'investir, ce qu'on appelle souvent, j'oublie le nom, la pyramide de Ponzi, où forcément ce n'est pas la réalité de ce que la personne dit, mais aussi également que l'État n'a qu'à promouvoir ou créer des emplois ou subventionner des emplois, la création d'emplois, afin que la personne ne se lance pas dans ce genre de choses, parce que si les gens le font, c'est juste parce qu'ils ont faim. Comme Kwame Vie, Akleso, Isso. Vous êtes consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Merci beaucoup à vous. On va marquer donc la pause et on revient avec nos chers amis pour Regard Croisé. Merci.